le micro. Mon nom est Vincent Charlet, je suis délégué général de la Fabrique de l'Industrie. Je vous accueille brièvement en vous remerciant tous de votre participation, de votre présence. Remercier particulièrement Guillaume de Goïs qui est à côté de moi, d'Aluminium Dunkerque, Aluminium France, et bien sûr KPMG pour sa participation à cette étude, à cette présentation. Euh, on restera à votre disposition après pour vous présenter la Fabrique de l'Industrie, mais je pense qu'on peut directement enchaîner sur les résultats de cette étude et les considérations qu'on peut en tirer. De façon assez classique, vous écouterez d'abord une présentation rapide des résultats, le témoignage et la réaction de Guillaume de Goïs de son point de vue d'industriel, avant d'enchaîner sur un échange de questions-réponses. Est-ce que tout ça vous paraît clair? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non. Alors, merci encore. Bonjour à tout le monde. Olivier Lotte, je fais partie de KPMG dans la partie opération. Et effectivement, j'ai eu le plaisir de mener cette étude avec la Fabrique de l'Industrie. Alors pourquoi on a décidé de faire cette étude? Pour un certain nombre de raisons qui tournent autour de trois thèmes. Le premier qui est la pression générale, le deuxième le cadre réglementaire et le troisième, je dirais, le contexte un peu compliqué. Si je reviens sur la pression générale, vous le savez, la France est engagée dans une voie de décarbonation importante avec le Fit for 55, qui a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France de 55% à l'horizon 2030 et d'être à la neutralité carbone en 2050. Et puis, on peut associer ça à une pression, je dirais, de l'ensemble des acteurs, que ce soit les territoires, les pouvoirs publics, les citoyens, qu'ils soient employés ou consommateurs, pour effectivement aller vers moins d'émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième, c'est le cadre réglementaire. On est dans un cadre réglementaire contraignant qui va s'étendre à partir de 2024, notamment aux ETI, et qui, vous le savez, prend notamment la forme du CSRD, donc avec toutes les déclarations réglementaires extra-financières, et puis l'obligation aussi de faire contrôler ça par des tiers indépendants. Et puis le troisième, qui est le contexte économique, on a eu quand même des problèmes d'approvisionnement et un prix de l'énergie qui s'est quand même fortement tendu. Vous savez très bien qu'au niveau de la croissance économique, on est plutôt dans un seuil de ralentissement fort. Et puis, on peut ajouter à ça le prix de la tonne de CO2 qui, au niveau européen, a atteint depuis mi-février de cette année un prix record de 100 euros la tonne. D'accord? Donc, quand on mélange tout ça, on s'était dit que ça nous est paru relativement opportun, finalement, de mener une étude auprès des grands industriels pour savoir comment ils arrivaient à aborder cette marche forcée de transition énergétique, parce qu'ils y sont un peu contraints, et comment ils géraient la mutation, je dirais, de leur système d'approvisionnement, de production et de distribution, afin de réduire leur empreinte carbone et de réduire leur consommation énergétique. Voilà, donc c'est ce qui a prévalu à cette étude. C'est la deuxième étude que nous faisons ensemble avec la Fabrique de l'Industrie. Et puis, c'est, je crois, la troisième ou la quatrième baromètre industriel que nous faisons au sein de KPMG. Alors, on a pris une approche relativement différente de celle qu'on avait fait l'année dernière. On est parti plutôt sur une approche, je dirais, très qualitative, auprès d'un nombre très restreint d'interlocuteurs. Alors, c'est vrai que ce n'est pas si facile que ça de toucher les dirigeants des grandes entreprises industrielles. Donc, c'était aussi notre souhait de pouvoir les interroger dans un cadre plus large, où ils peuvent s'exprimer en profondeur sur les problématiques soulevées de la transition énergétique. Vous verrez les freins, les leviers et ce qu'ils peuvent faire. Donc, on est parti sur un nombre restreint à partir d'une liste de noms donnée par la Fabrique de l'Industrie et par KPMG. On a eu 38 répondants. La majorité de ces répondants font partie des 50 sociétés qui sont les plus émettrices de gaz à effet de serre en France, et qui font partie d'un plan spécifique sous l'impulsion du gouvernement. Et font majoritairement plus d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. On a rajouté quelques de très, très grosses ETI qui sont aussi au-dessus du 1,5 milliard, mais qui ne sont pas forcément considérées comme, au sens INSEE du terme, une très grande entreprise.
Voilà. Euh, Ensuite, si on regarde les tout premiers résultats, avant de laisser la parole à David, les premiers résultats, c'est que 100% des gens que nous avons interrogés ont reconnu avoir un plan de transition énergétique, défini, avec déjà des premières actions en œuvre, on verra derrière, et très clairement, assez souvent, une gouvernance dédiée à la gestion de ce plan de transition énergétique. Donc ça, c'est un point important. Euh, Deuxième, alors, je dirais que c'est un point majeur parce que ça nous a conformé que c'était bien au cœur de leurs enjeux stratégiques. Le deuxième, c'est que, et ça montre l'importance du sujet pour eux, 2 tiers des entreprises nous ont dit qu'effectivement, ce plan de transition énergétique était porté par la direction générale, voire la présidence. Et ça montre qu'effectivement, c'est très important pour eux. Et d'ailleurs, quand on regarde notre étude, les directions de RSE arrivent en deuxième, mais simplement avec 18% de répondants. Il y a un très fort décalage. On a d'un côté 66% portés par des présidences et des directions générales et 18% uniquement par les directions RSE. Alors, est-ce que ça veut dire que les directions RSE ne sont pas encore complètement installées et elles n'ont pas, voilà. Mais en tout cas, ça montre le poids de ce sujet au sein de ces entreprises. Et puis le troisième, c'est ce que j'ai mis supérieur à 1, bien souvent, ce plan de transition énergétique, il n'est qu'un volet d'un plan plus complet autour du développement durable, notamment, ou d'un engagement éco-sociétal, comme d'ailleurs peut l'avoir KPMG, même si on n'est pas un industriel. Donc ça, c'est un point important, c'est qu'un certain nombre de ces sociétés vont bien au-delà simplement du sujet de transition énergétique, parce qu'ils veulent travailler sur les achats responsables, sur l'inclusion et la diversité dans leur société. Et donc, effectivement, ils ont une démarche plus large. Ça peut s'inscrire aussi dans une démarche de branche, typiquement à l'image du textile, hein, qui a fait une Fashion Act et dans lequel les grands acteurs du textile et de l'habillement en France, qu'ils soient dans le luxe ou pas dans le luxe, se sont rapprochés pour faire ce plan de transition énergétique. Mais là, on va parler d'énergie, d'eau, etc., de façon très large. David? Merci. Merci Olivier pour ces premiers éléments. Je m'appelle David Lolo, je suis économiste chargé d'études à la Fabrique de l'Industrie et co-auteur de l'ouvrage de la Fabrique de l'Industrie. Alors, donc comme on le voit, l'heure est clairement à l'accélération de la décarbonation, mais l'enjeu, c'est de savoir si les entreprises, elles se saisissent effectivement de ce défi qui les attend. Et à ce titre, l'enquête donne déjà quelques éléments intéressants de réponse. Le premier élément de réponse, le premier constat de l'enquête, c'est qu'une majorité d'entreprises qu'on a interrogées se disent en phase, voire en avance par rapport à leur propre agenda de décarbonation, par rapport à leurs propres objectifs et leur propre trajectoire. Donc ici, vous avez à l'écran 2 camemberts qui montrent du coup l'état d'avancement des plans de transition parmi les entreprises du panel. Et vous voyez que l'on se focalise sur l'ensemble des entreprises du panel ou uniquement sur les entreprises industrielles. Il y a près d'une moitié d'entreprises qui se déclarent conformes et près d'un quart qui se déclarent même en avance par rapport aux objectifs. Donc ça, c'est un premier constat qui est encourageant dans le contexte. Mais pour aller un peu plus loin, on a essayé cette fois-ci de chiffrer les objectifs des entreprises. Donc, on leur a simplement posé la question, quels sont vos objectifs de décarbonation à moyen terme? Donc, sur l'écran, vous avez ici la répartition des entreprises selon leurs objectifs chiffrés de décarbonation à horizon 3-5 ans. Et pour avoir un regard un peu critique sur ces données, on a croisé du coup les réponses des industriels avec la trajectoire de la stratégie nationale bas carbone au même horizon temporel, donc à horizon 3-5 ans, 2026. Et ce qu'on constate, c'est qu'à ce jour, 57% des grandes entreprises industrielles sont compatibles, affichent un rythme de décarbonation qui est compatible avec la SNBC actuelle. Et la part, en réalité, tombe à 39%, donc c'est la part verte du camembert,
si on se concentre plutôt sur la SNBC 3 qui va être publiée en 2024. Donc, évidemment, c'est des résultats qu'il faut analyser de façon prudente. En réalité, il y a plusieurs éléments qui permettent d'expliquer un tel décalage. Le premier élément, c'est qu'il y a uniquement des différences entre entreprises, avec d'une part des entreprises qui relèvent des 50 sites industriels les plus émetteurs qui, pour le coup, sont étroitement suivis par le gouvernement et dont on peut suggérer que leurs plans sont effectivement en phase. Et de notre côté, d'autres entreprises de façon plus diffuse et qui émettent moins de CO2, pour lesquelles qui sont moins suivis, moins scrutés et dont les objectifs sont différents. La deuxième hypothèse qui est un peu plus embêtante, c'est est-ce que les grandes entreprises ont pris la mesure de l'urgence climatique et est-ce que leur levier d'action reflète l'urgence climatique qui les attend? Ce qui pose la question des leviers, on pourra y revenir. Et la troisième hypothèse, c'est à l'inverse, est-ce que les entreprises ne font pas face à une stratégie nationale bas carbone qui est trop ambitieuse, trop exigeante en termes de trajectoire, ce qui pose du coup la question des freins qui obstruent l'atteinte de ces objectifs. Donc à ce stade, c'est une question ouverte. Et pour vous esquisser quelques éléments de réponse, on a posé la question aux industriels de savoir quels sont leurs leviers d'action et leurs freins qu'ils rencontrent sur le terrain. Et là aussi, il y a des éléments intéressants. Alors, sur les leviers qui sont mobilisés par les entreprises, on a esquissé dans le questionnaire un certain nombre de leviers qu'on a soumis au questionnaire, qu'on a soumis aux entreprises. Il en ressort très clairement que les mesures de sobriété et d'efficacité énergétique sont de loin les principaux axes de décarbonation, du moins les axes qui sont les plus fréquemment cités dans notre enquête. On retrouve au podium les mesures de modernisation de l'éclairage et du chauffage, le recours à des machines moins énergivores et l'amélioration du rendement des machines et des installations. Donc là, on est sur le top 3 en termes de leviers cités. Évidemment, le premier réflexe face à ce constat, c'est d'imputer ces efforts-là, c'est de les replacer dans le contexte de l'inflation énergétique. On se doute qu'avec l'augmentation des prix de l'énergie depuis 2022, eh bien, les entreprises cherchent tout azimut à réduire leur consommation d'énergie dans une optique plus économique de réduction de leurs factures. Il faut aussi dire à cela que eh bien, ce sont les mesures qui sont probablement les plus rapides à mettre en place au sein des entreprises et aussi les moins risquées d'un point de vue technologique, puisqu'on s'installe sur un trend historique, notamment le recours à des machines moins énergivores. C'est un levier qui est historique de décarbonation dans l'industrie. Et à cela, il faut aussi d'ores et déjà alerter, les mesures de sobriété et d'efficacité ne permettront pas à elles seules d'atteindre les objectifs de la stratégie nationale, d'une part parce que l'énergie, c'est qu'une partie des émissions, et d'autre part puisque les gisements d'énergie s'amenuisent. Et donc, il faut voir ce qui se fait ailleurs sur d'autres plans par les entreprises. Ce qui ressort de l'enquête, c'est qu'il y a en parallèle un effort qui se fait dans le verdissement du mix énergétique. Là aussi, c'est un axe qui est historique de décarbonation dans le secteur industriel. La sortie des énergies fossiles, le charbon, le pétrole et de plus en plus le gaz naturel, vers des énergies qui sont décarbonées, voire renouvelables. Alors, ce qui le montre dans l'enquête, c'est que c'est le résultat suivant. Donc, 60% des entreprises interrogées disent investir dans leur électrification. Donc, c'est encourageant. C'est même une bonne nouvelle du point de vue environnemental, puisque en France, on bénéficie d'une énergie électrique qui est largement décarbonée. À l'inverse, le recours aux renouvelables reste un peu poussif. Dans l'enquête, on voit que 30% seulement des entreprises mobilisent l'hydrogène bas carbone. Ça reflète un peu la difficulté et la faible maturité de ces énergies renouvelables. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Le troisième grand chantier qui ressort de l'enquête, c'est la modification des procédés. Donc là, on n'est plus sur de la consommation
énergétiques, on est sur les émissions de CO2 qui sont non énergétiques et qui sont issues, qui émanent du processus de production. Donc, pour information, lors d'un processus de production, eh bien, certaines entreprises, notamment dans certains secteurs très concentrés, eh bien, vont consommer des combustibles, non pas pour leur vertu énergétique, mais plutôt en tant que matière première. On pense notamment au ciment ou à l'acier. Eh bien, pour réduire ces émissions-là, les entreprises ont le choix, soit elles peuvent substituer ces matières premières carbonées et les remplacer par des intrants décarbonés. C'est le cas pour 57% d'entreprises. Soit, au bout de la chaîne d'émissions, eh bien, elles vont capter le CO2 résiduel et le valoriser, soit l'enfouir dans le cadre de technologies CCU-CCS. Et on voit pour le coup qu'il y a seulement 30% des entreprises qui mobilisent cet axe. Et là aussi, ça pose la question de la maturité et du coût de ces technologies qui sont effectivement très élevées. Et on aura l'occasion d'y revenir, notamment ce qui fait justement la transition vers la suite de l'enquête qui porte maintenant sur les freins invoqués par les entreprises. Alors, pour étudier les freins de la décarbonation, on a procédé de façon légèrement différente en laissant le champ libre, en laissant la parole aux industriels que nous avons rencontrés et on a restitué les résultats par analyse textuelle. Alors, ce qui ressort très clairement, c'est qu'à ce jour, les principaux obstacles à la décarbonation sont des obstacles financiers. Alors, le premier frein qui est ressenti par les entreprises, c'est les investissements nécessaires qui sont lourds. C'est un axe qui est invoqué par 58% des entreprises. Donc, pour information, sur le seul secteur de l'industrie, les investissements de la décarbonation se chiffrent à plusieurs milliards d'euros. Et c'est colossal et ça pose la question eh bien de l'accompagnement public pour accompagner les industriels dans leur décarbonation. Le deuxième grand obstacle, c'est celui de la situation énergétique actuelle. Donc, c'est intéressant de voir un peu l'ambivalence, l'effet ambivalent de la situation énergétique. D'une part, eh bien, cette situation pousse les industriels à des comportements de sobriété, comme on l'a vu un peu plus tôt. Et d'un autre côté, eh bien, alourdit la facture des industriels et vient compromettre leur investissement. Plus précisément, il y a un vrai chantier un vrai sujet sur l'électricité aujourd'hui. Côté prix, eh bien, les entreprises ont fait face à une augmentation très inédite des prix de l'électricité, de l'ordre de près de 50% sur la seule année 2022 pour le secteur industriel. Et ce qui vient en réalité freiner le chantier de l'électrification, dont on a vu pourtant un peu plus tôt qu'il était un chantier important de décarbonation. Et sur les volumes, il y a aussi la question du renforcement des capacités de production, que ce soit en renouvelable ou en nucléaire. Et pour information, cette inflation sur les prix de l'électricité eh bien, se reflète par la suite sur ceux de l'hydrogène, qui est produit à base d'électricité renouvelable, d'hydrogène, avec toutes les questions de compétitivité que ça pose. Les trois autres principaux freins qui ressortent sont d'abord la complexité du scope 3, donc c'est le fameux chantier de réduction des émissions indirectes. On aura l'occasion d'y revenir juste après. L'immaturité des technologies, donc ça fait écho. Ce qu'on peut dire sur ce sujet, c'est que les entreprises sont très prudentes en fait dans le déploiement des technologies et sont plutôt enclines à déployer à grande échelle des technologies qui sont matures de point de vue technologique. Et enfin, la lourdeur organisationnelle, que l'on peut aussi imputer à la taille des grandes entreprises que nous avons interrogées. Donc, si je devais résumer le propos et les résultats de l'enquête jusqu'à maintenant, je dirais que les grandes entreprises s'inscrivent encore dans un trend historique de décarbonation. Mais pour autant, on ne peut pas pleinement leur jeter la pierre dans la mesure où l'accélération de la décarbonation
telle qu'elle est anticipée, ambitionnée par la stratégie nationale bas carbone, eh bien, ça constitue un véritable défi structurel pour les entreprises. Défi financier, on l'a vu, avec une lourdeur d'investissement qui se couple aujourd'hui à une inflation énergétique inédite. Défi économique également, parce que, eh bien, il faut que la demande suive, c'est-à-dire que les clients, les consommateurs finaux se reportent effectivement sur une offre qui est décarbonée, même si celle-ci coûte plus cher, et ce n'est pas acquis. Et enfin, défi technologique, au vu de la lenteur du déploiement des technologies qui sont prometteuses d'un point de vue environnemental, comme les énergies renouvelables et les technologies de séquestration du carbone. Donc, avant de laisser la place aux témoignages industriels et à vos questions éventuelles, on voulait vous proposer une ouverture sur le chantier à venir de décarbonation, qui est celui des émissions indirectes. Donc, clairement, aujourd'hui, c'est le parent pauvre de la décarbonation, et on va voir pourquoi et comment infléchir cela. Alors, pour rappel, le scope 3, c'est globalement les émissions qui sont émises de façon plus diffuse sur le reste de la chaîne de valeur des entreprises. Donc, en amont, c'est les émissions qui sont liées à l'extraction de matières premières, la fabrication d'intrants, leur transport éventuel, et le cas échéant si ces matières premières viennent de l'étranger. Et sur l'aval, c'est les émissions qui sont liées du coup également au transport, mais aussi à la distribution, à leur consommation et à la destruction des produits. Alors, il faut savoir que c'est un chantier qui est d'une grande complexité pour les entreprises, complexité à plusieurs titres, hein. La difficulté d'abord de chiffrer ces émissions, dans la mesure où eh bien, elles émanent de tiers. Du coup, leur chiffrage dépend de la propension des partenaires à chiffrer leurs propres émissions. Et complexité à réduire ces émissions indirectes pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que ces émissions émanent de tiers et il est compliqué de faire bouger ces fournisseurs et partenaires, d'autant plus dans le contexte actuel d'asymétrie des politiques climatiques. Pour autant, il y a des incitations qui sont croissantes à se saisir enfin de ce scope 3. La première, c'est la réglementation qui est en train de changer en ce sens. Donc, avec l'intégration, le chiffrage du scope 3 dans les bilans réglementaires à l'échelle nationale depuis 2023. Et comme l'a rappelé Olivier, la directive CSRD à l'échelle européenne qui va également obliger le chiffrage du scope 3. À ce jour, ce que l'enquête montre, puisqu'on a aussi quelques résultats intéressants à ce niveau-là, c'est que pour réduire leurs émissions indirectes, pour le moment, les entreprises se cantonnent à des mesures assez prudentes. Pour réduire leurs émissions amont, il y a une majorité d'entreprises qui choisissent de collaborer avec leurs fournisseurs, avec en aval, du coup, les retombées environnementales qui peuvent être plus lentes au vu de l'asymétrie des incitations réglementaires qui sont inégales à l'étranger. Une partie, dans une moindre mesure, va réviser sa stratégie d'approvisionnement, donc va changer son panel de fournisseurs notamment. Ce que l'enquête montre, c'est qu'à ce jour, pour réduire les émissions indirectes, seuls 17% des entreprises privilégient la relocalisation. Donc ça montre que les conditions économiques ne sont pas encore réunies. Et enfin, pour réduire les émissions aval, là aussi, on reste sur des mesures assez prudentes sur le développement de l'économie circulaire avec des initiatives qui sont lancées dans le recyclage et dans le développement de la seconde vie des matériaux. Et à l'inverse, une très faible partie des entreprises, 10%, disent aller jusqu'à réviser l'ensemble de leur réseau de distribution. Bon, pour finir sur une note positive, on peut aussi rappeler justement que c'est un chantier qui est émergent, mais dont on est certain, au vu du contexte réglementaire économique, qu'il sera à l'agenda des entreprises dans les prochaines années. Je vous remercie pour votre attention. Je laisse la parole à Guillaume de Goys, président d'Aluminium Dunkerque, pour le témoignage industriel. Merci. Merci pour cette étude qui... Merci pour cette étude qui est riche d'enseignements. Donc, très rapidement, donc, Guillaume de Goïs, je suis effectivement le PDG d'Aluminium Dunkerque. Je suis aussi président d'Aluminium France, qui est la fédération des producteurs d'aluminium en France. Donc, comme vous en doutez, je vais vous parler d'aluminium.
L'aluminium, pourquoi c'est important? Parce que c'est un des métaux stratégiques. Il a été reconnu comme tel il y a quelques jours par le Parlement européen, matériau stratégique pour la transition écologique. Pourquoi? Parce qu'il est léger, donc il permet d'alléger les transports et donc de réduire les émissions de CO2 des transports. Il permet aussi de transporter l'électricité. Tous les câbles haute tension qu'utilise RTE sont fabriqués en aluminium. Et donc tous les chantiers d'électrification imposent effectivement d'utiliser de plus en plus d'aluminium pour transporter l'électricité. Et puis, c'est aussi un élément clé qu'on va retrouver dans les panneaux photovoltaïques, dans les batteries pour les véhicules électriques, etc. Donc, l'aluminium est un produit qui est favorable pour la transition écologique. Maintenant, il faut aussi qu'on le produise de façon vertueuse, d'où le fait que je sois présent ici pour présenter un tout petit peu et donner le témoignage de ce qu'on fait en tant que grand industriel. Alors, on n'est pas une grande société, on est plutôt une ETI, mais une ETI avec une taille significative. On fait aussi partie des 50 sites les plus émetteurs de CO2 en France. Nous sommes le 28e de ces 50 sites. Et à ce titre-là, nous avons signé hier, en présence de la Première ministre, et donc signé avec le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, et avec la présence aussi d'Agnès Pannier-Runacher, notre contrat de transition écologique. Ce contrat de transition écologique, qu'est-ce qu'il dit? Quelles en sont les grandes lignes? C'est effectivement en accord avec la SNBC de diviser par un peu plus que 2 nos émissions d'ici 2030 en utilisant principalement, puisqu'on est déjà électrifié, on est déjà électrifié à plus de 95% sur l'aluminium Dunkerque, en utilisant donc la technologie de capture du carbone. Donc ça, c'est pour à l'horizon 2030. Les investissements sont très significatifs. On parle d'un investissement de plus de 250 millions d'euros pour le site d'Aluminium Dunkerque. Et donc, on a besoin effectivement du support des pouvoirs publics pour pouvoir rentrer dans ces investissements lourds. On fait ça aussi en partenariat. On ne va pas faire ça tout seul. Donc, c'est important effectivement de travailler en partenariat avec le territoire dunkerquois nous concernant, et aussi en partenariat avec d'autres industriels pour développer des technologies qui n'existent pas complètement encore à l'heure actuelle, de telle sorte qu'on puisse se décarboner. Et puis une deuxième phase, plus lointaine, pour que nous puissions aller vers le net zéro à horizon 2050, et donc de diviser nos émissions de manière très significative, avec cette fois-ci un changement de procédé. Vous l'avez mentionné aussi, changement de procédé qui est de passer des anodes que nous utilisons aujourd'hui, qui sont des anodes à base carbone, vers des anodes inertes. Ce procédé-là n'existe pas encore, en tout cas pas à l'échelle industrielle. C'est pour ça qu'on reporte cette phase après 2030, plutôt horizon 2040-2050. Et là, les investissements sont colossaux, puisqu'on parle d'investissements qui se chiffrent en milliards, juste pour Aluminium Dunkerque. Quels sont les autres leviers que nous utilisons? Nous utilisons aussi le levier, qui est un levier important au-delà de la décarbonation, c'est le levier de l'économie circulaire. Ça, c'est un élément qui est majeur pour nous. Pourquoi? Parce que l'aluminium présente aussi une propriété intéressante, c'est qu'il est recyclable de manière infinie. On peut, quand on a une canette en aluminium, une canette de boisson, la recycler en une autre canette, et on peut faire ça aussi longtemps qu'on le souhaite. De même pour, je ne sais pas moi, une jante en aluminium, pour parler de produits qu'on connaît, c'est pareil, on peut la recycler en jante en aluminium aussi souvent qu'on le veut. Donc, c'est un matériau qui est très facilement recyclable. Quand on le recycle, en plus, on consomme à peu près 10 fois moins d'énergie que quand on le produit pour la première fois. Donc, à ce titre-là, c'est très intéressant de le recycler. Et donc, Aluminium Dunkerque investit. Nous avons lancé en juin dernier un investissement de 12 millions d'euros pour accroître la capacité de recyclage sur le site. Et donc, on utilise aussi ce levier-là. Quels sont les freins, ou je dirais les leviers, les défis que nous devons résoudre? Ils ont été mentionnés. En premier lieu, déjà, la concurrence internationale. L'aluminium, c'est un marché mondial dominé par la Chine. La Chine produit à peu près 58% de l'aluminium primaire au niveau mondial. Et ce n'est pas une surprise, on n'a pas les mêmes contraintes en Chine ou en Inde ou en Australie par rapport à celles qu'on a en France ou en Europe. Et donc, on doit aussi jouer avec ce jeu de contraintes-là. Et en tant qu'industriel, on ne fait pas des projets juste
parce qu'on a une conviction profonde qu'il faut que nous décarbonions, on fait aussi ces projets-là de manière durable. C'est-à-dire qu'il faut que notre société soit encore là dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, pour pouvoir investir. Qu'est-ce que ça veut dire être là dans 10 ans, dans 15 ans? Ça veut dire que les projets que nous faisons, on doit trouver une certaine rentabilité à ces projets. Aujourd'hui, ces projets de décarbonation ne sont pas rentables s'il n'y a pas un support clair de la part du gouvernement français, mais aussi de l'Europe. Et c'est aussi le sens du contrat de transition écologique que nous avons signé hier donc avec l'État, c'est de se dire on s'engage en tant qu'industriel et l'État s'engage à nous apporter un support. Quelle est la forme de ce support? Je vais le résumer en 2 points. Premier point, c'est le support à l'innovation, support à l'investissement. Donc on attend de la part de l'État, on attend de la part de l'Europe, effectivement, qu'ils nous aident de manière concrète pour ces investissements et pour nous supporter dans l'innovation qui est requise pour faire cette décarbonation. Deuxième support, c'est la disponibilité de l'électricité, puisque nous sommes un gros consommateur d'électricité, on est même le premier consommateur industriel en France, et donc on a besoin d'avoir de la visibilité sur l'électricité. On a besoin d'avoir un contrat d'électricité à long terme qui nous donne cette visibilité, qui soit décarboné, effectivement, et qui soit compétitif. Parce que si on a un prix d'électricité, vous le mentionniez tout à l'heure, qui a plus que doublé entre 2021 et 2022, ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. Donc on a besoin d'avoir un contrat d'électricité décarboné, de long terme et compétitif. C'est la clé pour pouvoir décarboner notre industrie. Voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans beaucoup plus de détails. Ce qui est intéressant, c'est peut-être qu'on échange et qu'on puisse répondre à vos questions sur ces différents points. Si vous voulez bien vous présenter en posant votre première question. Oui, Ninon. Moi, j'ai une question justement sur les prix de l'électricité. Comment est-ce que vous réagissez à l'accord qui a été signé par EDF avec l'État? Enfin, comment est-ce que vous réagissez Est-ce que vous retrouvez vos petits et finalement, est-ce que vous êtes satisfait de cet accord? C'est une question qui est un tout petit peu hors cadre, mais je vais quand même y répondre. Alors, ce n'est pas un accord qui a été signé en proprement parler, mais on va dire l'aboutissement d'une négociation entre l'État et EDF sur quelle sera la forme de régulation qui démarrera au 1er janvier 2026, donc après l'ARENH. C'est une régulation qui est générale, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à l'ensemble des consommateurs français et elle s'adresse à l'ensemble de la production nucléaire d'EDF. Dans ce sens-là, elle n'est pas forcément adaptée en tant que régulation générale, elle ne répond pas aux critères que j'ai énoncés tout à l'heure, la compétitivité, le long terme. Elle répond par contre à l'aspect décarboné, puisque le nucléaire est décarboné. Donc, pour nous, industriels, on attend de cette régulation générale pas forcément la majorité de notre approvisionnement. On attend plus de contrats directs long terme que nous pouvons discuter avec les différents fournisseurs, que ce soit sous forme de PPA renouvelables ou sous forme de contrats de long terme sur la production nucléaire, mais qui n'ont pas été, je dirais, qui ne font pas directement partie de l'accord. C'est un engagement d'EDF que de se rapprocher des différents industriels, en particulier les grands consommateurs d'énergie, pour signer des contrats de long terme, mais ce n'est pas directement l'accord qui a été trouvé avec le prix de 70 € qui a été annoncé. Dominique Nocard de la revue Eureka. J'ai plusieurs questions, je risque d'être un peu long. Vous avez évoqué, monsieur De Gois, c'est ça? De Gois. Vous avez évoqué un support en innovation. C'est un support financier ou c'est un support technique via des recherches universitaires ou autres? Alors, les deux. Le premier, c'est un support financier, puisqu'il y a
dans le système ETS, donc c'est le système d'échange de quotas défini au niveau européen qui donne un prix au carbone, et qui est mentionné tout à l'heure, un prix de 100 euros. C'est le pic qu'on a atteint en février dernier. On est aujourd'hui aux alentours de 80. Le prix, enfin les sommes résultantes de ce système d'échange alimentent un fonds qui, entre autres, est le fonds innovation. Ça sert aussi pour l'amélioration de l'habitat, etc. Mais il y a un fonds qui est dédié pour supporter l'innovation des industriels, pour aider à décarboner et globalement supporter la transition écologique. Donc on attend effectivement un support financier sous forme de subvention, qu'elle soit sur des fonds européens ou sur des fonds régionaux ou français. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai mentionné les partenariats avec d'autres industriels, mais aussi partenariats effectivement avec des centres de recherche qui peuvent être publics ou privés. D'accord. Alors, moi, j'ai des questions maintenant sur l'étude KPMG. La première, c'est est-ce que le secteur de l'eau a été intégré à votre étude? Parce qu'il y a j'ai vu qu'il y a une rubrique autre. Est-ce que des gens comme Veolia, Suez, etc., ont été consultés? Parce que ce sont des gens qui ont des installations extrêmement énergivores. Alors, l'anonymisation des résultats ne nous a pas permis d'aller à ce niveau de détail, mais il me semble qu'il y a bien 3 acteurs du monde de l'énergie qui ont répondu à notre enquête. D'accord. Mais sans pouvoir les identifier. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, la liste est anonyme et on n'aura pas accès au nom Exactement. des sociétés qui ont répondu, ce qui est un petit peu dommage, mais bon. Pouvez-vous me définir un peu ce que vous entendez par ETI exactement? Quelle est la limite? ETI, grandes entreprises industrielles? Alors, dans l'enquête, on mobilise le terme de grande entreprise dans une appellation un peu souple, c'est-à-dire qu'on ne répond pas aux critères de définition qui sont stricts, qui sont ceux de l'INSEE. Donc, en réalité, on ne fait pas la distinction à cette précision près entre les grands groupes au sens de l'INSEE et ce que sont les ETI. Pour information, en annexe, il y a la répartition des entreprises du panel par chiffre d'affaires, effectifs salariés et secteur d'activité. Peut-être que ça pourra... Oui, tout à fait. Tout à fait. Très bien. Vous pouvez me rappeler, moi je suis un petit peu ignare, SNBC, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est le SNBC, vous avez parlé beaucoup du SNBC, je suis un peu novice, excusez-moi. Alors, la stratégie nationale bas carbone, c'est un peu la feuille de route gouvernementale en vue de la neutralité carbone à horizon 2050. C'est en gros un texte qui est non contraignant et qui est établi par les services de l'État, qui trace des trajectoires de décarbonation de l'ensemble des secteurs émetteurs pour un peu donner à l'échelle macro, c'est vraiment à l'échelle nationale que ces trajectoires sont tracées, eh bien, un jalon avec un objectif intermédiaire à horizon 2030, qui est un peu l'étape, enfin la prochaine étape pour les entreprises. Pour information, pour le secteur de l'industrie, la SNBC actuelle ambitionne une réduction des émissions industrielles de l'ordre de 35% entre 2015 et 2030. Donc ça, c'est la SNBC actuelle. Mais en réalité, l'État, les services de l'État et en amont, en aval, pardon, les entreprises se mettent déjà à jour, commencent à anticiper ce que sera la SNBC 3, qui sera attendue en 2024 dans le cadre du projet de stratégie française pour l'énergie-climat. Et dans le cadre de cette stratégie nationale qui est en fait déjà en vigueur dans les discours, les industriels doivent réduire leurs émissions de 45%, donc près de moitié, entre 2015 et 2030. Et juste pour information, pour essayer de vous donner des chiffres un peu plus parlants, selon la stratégie nationale actuelle, le rythme de décarbonation doit être multiplié par 2 par rapport au trend historique, qui est le trend à partir de 1990, selon nos données. Mais avec la prochaine SNBC, on atteindra des entreprises qui, elles, triplent
leurs efforts de réduction, d'abattement des émissions, et non plus seulement un doublement. D'accord. Dernière question, j'ai un petit peu du mal à m'y retrouver quand vous évoquez des prix d'énergie, d'électricité. Vous avez évoqué une très forte augmentation de l'électricité, mais à ma connaissance, le gaz a augmenté beaucoup plus. Donc, pourquoi est-ce que l'augmentation de l'électricité ralentirait l'électrification? C'est peut-être une question pour vous, monsieur. Alors, quand on parle de prix d'électricité et de prix du gaz, il faut toujours préciser un tout petit peu de quel prix on parle. Donc, je vais parler des prix de marché, comme ça au moins, prix de marché, donc pas forcément la composante essentielle de notre consommation d'industrielle, hein, puisqu'on a toujours un mix. Vous verrez d'ailleurs, il y a une bonne partie qui est expliquée hein, sur qu'est-ce que c'est que le mix énergétique qui est utilisé par les industriels. Mais sur le prix de marché, donc le prix de marché de l'électricité, si on regarde avant 2021, on était aux alentours de 30 à 50 euros par mégawattheure en France. Le prix de marché s'est envolé en 2021 et 2022. Pourquoi? Parce que, à cause de la guerre en Ukraine, le gaz russe est devenu beaucoup moins disponible. Comme c'est celui qui tirait vers le bas le prix du gaz en Europe, on a donc une envolée très très forte des prix du gaz. Le gaz, il a été aux alentours de 20-30 euros et il s'est retrouvé à plus de 100 euros sur le marché, voire même au-delà. Bon. En Europe, c'est le système de ce qu'on appelle le market design européen, fait que le prix de l'électricité est très souvent indexé sur le prix du gaz. Pourquoi? Parce que la dernière centrale qui est appelée, c'est souvent celle qui va faire la régulation des pics, etc. C'est une centrale à gaz. Et donc, le prix de l'électricité sur le marché s'indexe sur le prix de la dernière centrale appelée et donc sur le prix du gaz. Donc, le prix de l'électricité sur le marché, comme il est indexé sur le prix du gaz, il s'est envolé de la même façon. Et on a, alors, je ne vais pas parler de quelques jours où c'est passé au-delà de 700, mais on a globalement un prix d'électricité qui est passé de 30-50 avant 2019 à 100 à 300, qui est, donc, comme je vous le disais, une augmentation complètement inédite. C'est vous d'ailleurs, M. Lolo, qui le disait. C'est complètement inédit. En fait, honnêtement, tous les acteurs sur le marché énergétique ne pouvaient même pas prévoir que le prix de l'électricité comme le prix du gaz sur le marché s'envolerait autant. Quelles conséquences ça a eu pour les industriels comme nous, eh bien, qui sommes très dépendants du prix de l'électricité? On était contraints de baisser notre production. Aluminium Dunkerque, l'hiver dernier, a baissé 30% de sa production à cause des prix de l'électricité. Donc, effectivement, cette incertitude sur le prix de marché fait que la décarbonation par électrification, pour les industriels qui aujourd'hui utilisent du charbon ou du gaz, eh bien, s'ils veulent passer vers l'énergie électrique, c'est compliqué parce que si on a un prix à 50, on peut dire OK, on va pouvoir décarboner par électrification, mais si vous avez un prix à 300, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. Ça a eu aussi un impact sur le prix de l'hydrogène. Bien sûr. L'hydrogène est fait en partie à partir d'électricité, hein, même s'il y a de l'hydrogène naturel aujourd'hui. Et donc forcément, le prix de l'hydrogène s'est envolé également, ce qui a ralenti effectivement le fait de passer sur une énergie décarbonée. C'est très clair, merci. Marie Guénaud avec une question. Oui, alors j'avais plusieurs questions. Tout d'abord, je voulais savoir, c'est purement, est-ce que dans cette baisse des objectifs que vous avez, est-ce que si jamais la conjoncture est mauvaise, si par exemple votre production elle baisse de 30%, et ben, du coup ça compte comme finalement, ou est-ce que dans le calcul, les effets de la conjoncture sont annulés ou pas? Donc ça, c'était une première question. La deuxième, c'est, je m'interroge, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2005? En fait, est-ce que 2005, c'est quand même le début du marché carbone, etc. Il y avait quand même aussi, normalement, les entreprises étaient incitées à se décarboner, mais est-ce que, voilà, vous diriez que finalement, de 2005 à 2019, il ne s'est rien passé, ou le plus facile a été fait, et là, en fait, on est vraiment en train d'atteindre les niveaux où ça devient plus compliqué parce qu'on a fait le plus facile, en fait. Donc voilà, quid de cette période où on n'avait pas cette stratégie nationale bas carbone, mais finalement, on avait quand même des outils, on avait quand même mis des choses en place.
Et la dernière question, c'est hier, par rapport au contrat que vous avez signé avec l'État, on m'a dit, mais on ne pourrait pas en fait regarder les stratégies précises des entreprises parce que ça relève du secret industriel. C'est le ministère de l'Industrie qui m'a dit ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, je ne vous demande pas de me dévoiler les secrets du coup, mais en quoi justement, pour les entreprises, il y a aussi une notion comme ça de secret finalement de ces stratégies-là qui vaut mieux les, ou pas hein, d'ailleurs, hein, mais qui vaut mieux les garder en fait pour soi? Alors, je vais reprendre la question déjà sur 2005 jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Je résume un petit peu hein, votre première question. Donc, Aluminium Dunkerque n'est pas rentré dans le schéma d'échange de quota carbone en 2005, mais plutôt dans la troisième phase qui a démarré en 2011. Depuis 2011-2012, nous n'avons pas rien fait puisque toutes émissions confondues, donc scope 1, 2 et 3, Aluminium Dunkerque a baissé de 17% ses émissions. Je laisserai peut-être, David, ou vous-même répondre de façon plus générale l'industrie, mais l'industrie, de façon générale, n'a pas rien fait non plus. C'est même, je pense, plus important la décarbonation qu'il y a eu entre 2005 et maintenant, ou 90 et maintenant, puisque finalement, c'est à partir de 90 qu'on compte pour la plupart des choses. Donc, on n'a pas rien fait. On a effectivement baissé de 17% nos émissions totales, donc scope 1, 2, 3. Quelles ont été les principales mesures? C'est ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire d'investir dans l'efficacité énergétique, d'investir dans la réduction de nos émissions de procédés par des investissements qui peuvent être assez lourds. Hein. Je pense que si on compte depuis 2011 sur Aluminium Dunkerque, les investissements directement liés à la réduction de nos émissions de CO2 ou à l'amélioration de notre efficacité énergétique, et finalement les deux contribuent à la réduction des émissions, c'est plusieurs dizaines de millions qui ont été investis. Donc, on n'a pas attendu effectivement de signer un contrat avec l'État pour investir et on a des résultats qui sont probants sur cette période-là. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a besoin maintenant de signer un contrat avec l'État? C'est parce que, et David, vous le disiez, la tendance avec laquelle on doit baisser nos émissions va augmenter de manière très significative. Et donc, on a besoin, pour augmenter de manière très significative, je rappelle 2030, hein, ça peut paraître loin, mais c'est dans même pas 6 ans. Et donc, il faut que, si on veut diviser par 2 nos émissions d'ici 2030, effectivement, il faut vraiment que cette tendance s'infléchisse fortement. Et donc, on a besoin d'un support accru. Si je peux compléter, bien sûr. Effectivement, nous, on intervient beaucoup dans le secteur industriel dit de process, qui est naturellement très consommateur d'énergie. Et nos clients n'ont pas attendu effectivement les stratégies bas carbone pour réduire leur consommation énergétique parce que c'est un élément clé de leur prix de revient. Donc, de toute façon, alors, ils ont d'abord commencé, et vous verrez dans l'étude, il y a 2 types de leviers. Il y a des leviers dits opérationnels, des leviers dits structurels. Le levier opérationnel, comme on l'a dit, c'est à la fois des investissements, mais c'est aussi j'utilise mieux mes moyens de production, je réduis ma non-qualité puisque finalement j'émets du CO2 pour rien. Et donc, et puis je fais des choses qui sont assez simples, effectivement, je remplace mes lampes classiques par des LED, etc. Donc, elles l'ont fait depuis très longtemps parce que de toute façon, la consommation des énergies était déjà au cœur d'un certain nombre de ces entreprises. D'autres entreprises dans lesquelles, je dirais, l'énergie n'était pas un élément clé du prix de revient, mais pouvait quand même peser. À partir du moment où on est passé, comme on disait, de 50 € à 300 €, là, ils se sont réveillés en disant peut-être qu'on fait un peu n'importe quoi et il faut qu'effectivement, on regarde un peu notre consommation énergétique, qu'on ne mettait pas trop son contrôle jusqu'à maintenant parce que l'énergie n'était pas trop chère, mais que finalement, il faudrait le faire. Donc ça, c'est le deuxième levier. Donc un certain nombre d'entreprises ont commencé à rentrer dans ce schéma, mais je dirais que beaucoup d'entreprises industrielles, en tout cas celles qui sont historiquement très consommatrices d'énergie, avaient déjà entamé des choses depuis très longtemps. Et voilà. Alors, peut-être sur un dernier commentaire qui est important sur ce sujet, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent. L'industrie est le secteur qui a le plus décarboné sur les 20 dernières années, grâce à des mesures entre d'investissement, d'excellence opérationnelle, etc. Malheureusement aussi à cause de la désindustrialisation. Entre 90 et maintenant, la part
de l'industrie dans le PIB n'a fait que baisser, bien plus d'ailleurs que celle de nos voisins européens. Cette décarbonation, entre guillemets, de la France sur la tranche industrielle, c'est malheureusement accompagné de la disparition d'un certain nombre de sites et la concurrence internationale, effectivement, dans lesquelles les règles en dehors de l'Europe ne sont pas du tout les mêmes. Hein. Il n'y a absolument pas les mêmes systèmes d'échange, de quotas, etc. Et donc, il y a cette désindustrialisation. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un support de l'État dans cette phase qui arrive? C'est parce qu'on a un double enjeu. D'une part, on doit continuer à décarboner et décarboner 2 à 3 fois plus vite, mais aussi on doit le faire sans désindustrialiser. On doit le faire au contraire en réindustrialisant. Et ça, c'est une volonté politique forte dans laquelle, bien sûr, on s'inscrit complètement, d'où les investissements que nous faisons, qui sont aussi des investissements d'augmentation de capacité. L'investissement de 12 millions d'euros dont je parlais tout à l'heure va permettre d'augmenter la capacité d'Aluminium Dunkerque de 20 000 tonnes annuelles. Et donc, on est bien dans une phase on arrête de baisser la production et d'acheter des produits plus carbonés en dehors de l'Europe, parce que c'est quand même ce qui se passe. Hein. La production française d'aluminium est parmi les plus décarbonées au monde. Et donc, à chaque fois qu'on enlève de la production en France d'aluminium, on le remplace par un produit en aluminium qui est importé et qui va être quasiment systématiquement plus carboné que celui qu'on sait produire en France. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu auquel on fait face et sur lequel on s'engage même résolument en signant ce contrat de transition, c'est de décarboner, réindustrialiser avec le support donc des pouvoirs publics. Votre deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas finalement avoir accès aux contrats de transition écologique qui ont été signés. Alors, honnêtement, je n'ai pas trop de problèmes pour vous donner les grandes lignes de notre contrat de transition écologique. Autant je comprends tout à fait que ce soit, enfin, ça relève quand même du secret des affaires. Ce qui est complètement, je dirais, public, c'est les engagements que nous prenons en termes de décarbonation. Donc, de manière très précise, les objectifs de décarbonation que nous donnons pour l'Aluminium Dunkerque, ça a été rappelé par le ministre hier, donc j'ai aucun problème à le redire aujourd'hui. On s'engage à moins 59% de nos émissions directes d'ici 2030 et on s'engage à plus de 70% de nos émissions, tous scopes confondus, donc scope 1, 2 et 3, donc les directs, les indirects, et puis le scope 3, donc plutôt, je dirais, l'amont et puis l'aval, plus de 70% d'ici 2050. Et ces engagements-là sont des engagements publics que nous avons pris, donc avec voilà, ce contrat qui est signé avec l'État. Après, maintenant, qu'est-ce qui reste confidentiel du secret des affaires? C'est dans le détail le montant des investissements requis, dans le détail les subventions qu'on va demander, etc. Pourquoi? Parce que ce sont effectivement des éléments qui relèvent du secret des affaires et qui pourraient intéresser diablement nos concurrents pour savoir qu'est-ce qu'on fait dans le détail. C'est pour ça que ça reste confidentiel. Pour autant, les grands procédés qu'on va utiliser pour faire ça, ce n'est pas tout le détail de notre feuille de route, mais les grands procédés, je vous ai cité tout à l'heure, c'est la capture du carbone pour la première phase, c'est le recours aux anodes inertes pour la deuxième phase. Voilà, ça c'est, je dirais, 80% ou 90% de notre plan de transition. Juste, je vais revenir sur un sujet. L'étude a montré qu'effectivement, il pouvait y avoir une tentation des grandes entreprises de se dire, compte tenu de la pression, je vais aller de nouveau produire à l'extérieur. Et je dirais que la bonne nouvelle, c'est que c'est tout en bas de la pile des leviers identifiés par les entreprises. Alors, ça ne dit pas que certaines se l'interdisent complètement, mais c'est un tout petit résultat et qui est bien moins important d'ailleurs que le levier de je vais réindustrialiser et ramener de la production sur le sol français. Je rebondis sur ce point-là. Je pense que c'est jamais, à part pour des entreprises qui sont mondiales, je veux dire, qui ont pas, mais pour des entreprises plutôt françaises, le fait de se dire je vais aller produire ailleurs, c'est plutôt le résultat de contraintes qu'on n'a pas choisies qu'un vrai choix.
Quand je parle de contraintes non choisies, il y a des sujets qui sont importants. C'est le fait qu'on n'ait pas du tout le même prix du carbone dans d'autres régions du monde. Et on a aussi l'IRA, vous en avez certainement entendu parler, le Inflation Reduction Act des États-Unis, qui fait qu'il y a un support extrêmement fort et clair, transparent, qui est donné aux entreprises industrielles qui investissent aux États-Unis pour la transition écologique. Et ça crée quand même un appel d'air assez fort. L'Europe réagit quand même avec le Net Zero Industry Act et avec le CRMA, donc le Critical Raw Material Act, qui sont deux outils qui souhaitent répondre à Inflation Reduction Act. Par contre, ce sont des outils qui sont compliqués à la sauce européenne, donc il y a ça de documentation à remplir avant de pouvoir peut-être avoir accès à une subvention, alors que l'IRA, c'est une soixantaine de pages. Je crois qu'il y a 3 ou 4 000 pages pour les deux réglementations dont je parle. Mais bon, ça mis à part, je pense qu'il faut quand même être optimiste, sinon on ne serait pas industriel ou en tout cas entrepreneur. Il y a une vraie prise en compte du sujet, que ce n'est pas juste en mettant une taxe qu'on va réussir à décarboner. L'engagement qui a été pris hier, à la fois par les industriels et par l'État, montre que c'est en travaillant ensemble qu'on réussira à décarboner tout en réindustrialisant. Bonjour, Bastien Monfou, Le Monde. J'aurais 2 questions, peut-être 3. Quand vous dites on a besoin d'aide de la part de l'État, d'aide financière, dans les échanges ou les négociations, je ne sais pas comment on doit le dire, qui ont mené au contrat de transition avec le gouvernement, est-ce que vous avez eu des réponses précises là-dessus? Jusqu'à présent, le gouvernement parle des 5 milliards d'euros du plan France 2030. Et il y a un an, quand vous aviez été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron, il avait évoqué de doubler à 10 milliards. Entre-temps, hier et les jours qui ont précédé, on n'a plus entendu le chiffre de 10 milliards. C'est beaucoup plus flou, c'est beaucoup moins chiffré. Donc, est-ce que vous avez eu des engagements plus précis? Et puis, ma deuxième question, vous y avez en partie répondu concernant l'aluminium, mais plus largement au sein de votre enquête, est-ce que vous avez aussi des entreprises qui ont pour stratégie, parmi les leviers de décarbonation, de baisser leur production? Non. Si on produit moins, on émettra moins. J'ai répondu pour la deuxième question, je pense de façon très claire. Nous, notre objectif, c'est absolument pas de produire moins, au contraire, puisque si on parle d'empreinte carbone, et c'est important de parler d'empreinte carbone, c'est-à-dire l'empreinte carbone, c'est en gros quelles sont les émissions de ce qui est consommé en France. Et si on regarde l'aluminium qui est consommé en France, aujourd'hui, il est à 50%. Je prends des chiffres simples, ce n'est pas exactement ça, mais ce n'est pas très loin. 50% il est produit en France et 50% il est importé. Celui qui est importé, je vous le disais, il est en moyenne beaucoup plus carboné que celui qu'on produit en France. Et donc, si on baisse la production en France, effectivement, on aura moins d'émissions directes, mais par contre, nos émissions importées, elles vont être bien plus importantes. Donc, moi, je suis intimement persuadé, en tant que PDG Dunkerque, mais surtout en tant que président de la filière aluminium française, qu'il faut au contraire que nous augmentions la production d'aluminium en France pour décarboner l'empreinte française. Mais après, je laisserai répondre sur la partie industrielle plus large. Je peux compléter. Ces industries, elles sont quand même très capitalistiques. Donc, l'objectif, c'est au contraire, plus vous faites tourner vos équipements, plus vous amortissez vos investissements. C'est une hérésie de se dire que je vais réduire mes émissions de gaz à effet de serre en réduisant ma production, parce que ça veut dire que j'accepte d'être grosso modo en perte, vu que de toute façon, je n'arriverai pas à amortir mes coûts fixes. Donc, ce n'est pas du tout l'objectif de ces sociétés. Si elles le font, c'est parce que le marché n'est pas là. C'est parce qu'on est contraint de le faire. Ou elles n'ont pas la matière première suffisante pour le faire. Il y a eu un certain nombre d'industries qui ont eu des grandes difficultés à s'approvisionner en matières premières, même des matières premières comme par exemple le verre. Mais ce n'est pas du tout envisagé par ces sociétés. Peut-être, oui, juste deuxième élément, et je vais être très rapide sur les aides. Vous
vous avez parfaitement raison. Quand nous avons été accueillis, donc les 50 sites les plus émetteurs de CO2 en France, nous avons été accueillis de mémoire 8 novembre 2022 à l'Élysée. Le président s'était engagé à doubler si nous-mêmes nous nous engagions à atteindre cette division par deux de nos émissions. Maintenant, on n'est plus sur du général, on est sur du très spécifique. Et donc, chacune de ces 50 grandes entreprises a signé ou va signer dans les jours ou semaines qui viennent son contrat de transition écologique. Il y a plusieurs guichets d'appel pour des aides sur la décarbonation. Je vais prendre le cas d'Aluminium Dunkerque, puisque après les autres, ça les regarde individuellement. Pour le cas d'Aluminium Dunkerque, on n'a pas un engagement de l'État de nous donner X millions ou milliards dans les 30 ans qui viennent. C'est à chaque appel à projet, donc notre plan de décarbonation d'ici 2030, il est déjà en 3 phases. On a une première phase où on va monter en partenariat avec d'autres industriels un prototype de préconcentration et de capture du carbone dédié à l'industrie de l'aluminium. Sur cette phase-là, on a un appel à projet donc qui sera soutenu à travers l'ADEME, etc. On en aura un deuxième horizon 2027-2028 pour la mise en place d'un pilote sur le site d'Aluminium Dunkerque. Là, on parle d'une quarantaine de millions d'euros d'investissement. Là aussi, on aura un appel à projet pour le soutien de ce pilote. Et puis enfin, on aura la phase de généralisation, horizon 2030, où là, c'est plutôt plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement. Et là, à nouveau, il y aura un appel à projet pour cette phase-là. Donc, il n'y a pas un engagement, je dirais, chiffré pour chacune des entreprises de je vous donnerai tant à telle date, et puis tant à telle date, et puis tant à telle date. C'est à chaque fois un appel à projet et en fonction des critères qui sont retenus de décarbonation, du coût de la décarbonation, que nos projets seront retenus ou pas. C'était sur la question sur la baisse de la demande, la baisse de la production comme axe de décarbonation. En réalité, on n'a pas posé la question aux industriels dans le cadre de l'enquête, mais juste un petit élément, c'est que notamment dans les industries lourdes, le fait d'arrêter et de rallumer la production, c'est pas un acte qui va de soi, c'est-à-dire que à la fois ça prend du temps et ça peut également consommer de l'énergie. C'est-à-dire que notamment dans les industries lourdes, on mobilise beaucoup les technologies autour de l'inertie thermique et le fait de stopper un process de production, ça va nécessiter parfois d'injecter des combustibles pour rallumer le processus. Et puis ça ne s'arrête pas comme ça. C'est une petite question technique. Vous êtes en H24, 7 sur 7, comme la verrerie? Pour Aluminium Dunkerque, oui, 365 jours par an. On ne s'arrête jamais. Et je souscris complètement dans ce que vous disiez. Quand on a dû arrêter 30% de notre production à l'hiver dernier, ce n'est pas un choix, c'est vraiment une contrainte. C'est-à-dire que vu les prix d'électricité, on perdait tellement d'argent qu'on ne pouvait pas continuer sans mettre en péril l'entreprise. Donc, on a malheureusement dû baisser notre production de 30%. La baisse de production de 30% nous a pris un mois. Juste pour baisser de 30%, ça nous a pris un mois. Et le redémarrage, puisqu'on est maintenant à pleine capacité, le redémarrage de 70% de production à 100% de production nous a pris 5 mois. Vous voyez que ce n'est pas des décisions qu'on peut faire, qu'on peut prendre comme ça du jour au lendemain. C'est vraiment parce qu'on a une contrainte extrêmement forte, soit sur les matières premières. Nous, c'était sur l'approvisionnement d'électricité. Ça peut être aussi sur les débouchés sur le marché, qu'on baisse de cette façon-là notre production. Mais ce n'est jamais le résultat d'un choix stratégique en disant, allez, tiens, je vais baisser ma production pour baisser mes émissions de CO2. Non, c'est toujours le résultat d'une contrainte. Moi, j'ai une question de logique. En fait, ce que vous dites là, c'est que vous avez tous optimisé, vous êtes toujours dans une logique d'optimisation, mais il y a besoin de rupture là, dans la logique en fait. Et quand est-ce que cette rupture, elle va arriver assez vite? Parce que situer, enfin, vous dites vous-même, ça n'existe pas encore, ce dans quoi vous investissez là
Donc, cette rupture, est-ce qu'on peut l'accélérer? Est-ce que ce changement de logiciel, en fait, qui n'est pas juste d'éteindre la lumière, mais de complètement penser différemment, même dans la consommation, dans le réemploi, enfin, est-ce que ces logiques-là, elles sont à l'œuvre? Est-ce que vous les voyez monter en puissance? Alors, j'ai peut-être pas été assez clair quand je disais qu'on avait besoin de changer la pente, mais c'est exactement ce dont vous parlez. C'est-à-dire que tendanciellement, on est sur l'optimisation, et c'est ce qu'on a fait, ce qui nous a mené pour Aluminium Dunkerque à baisser de 17% nos émissions depuis sur les 10 dernières années ou 11 dernières années. Là, on est en train de changer réellement de façon de travailler. On est en train d'investir dans des choses qui n'existent pas encore, on est en train de changer le procédé et on investit dans le recyclage. Aluminium Dunkerque n'est pas du tout une entreprise qui faisait du recyclage et là, on vient d'investir. Au mois de juin dernier, on a eu le go de notre actionnaire pour investir ces 12 millions, d'investir dans le recyclage, donc dans le réemploi, dans le réusage, etc. Je vous le disais en introduction, l'aluminium, c'est un produit qui se recycle extrêmement bien, qui est plus durable que d'autres, enfin, entre... C'est de l'aluminium, je pense Non, que c'est c'est de de l'acier, l'acier, ça, c'est pas bon. Mais il y en a des très belles, beaucoup moins lourdes, qui sont en aluminium. Demander au marketing, c'est pas... Très bien, je leur dirai. Mais effectivement, enfin, c'est un bon exemple. Vous avez ici une bouteille en plastique à usage unique une fois que vous l'avez utilisée. Alors, c'est du PET, je pense, ça se recycle relativement bien, mais pas aussi bien que l'aluminium. Puis, si vous avez une gourde en aluminium, alors pas celle-là, celle-ci, là, vous la réutilisez, vous pouvez l'utiliser pendant 10 ans si vous la lavez bien. Donc, on a quand même bien, dès aujourd'hui, déjà du réemploi qui existe. On est aussi sur une transition très forte, passer du moteur thermique vers le moteur électrique pour les véhicules. C'est quand même un gros changement. Enfin, pour l'industrie de l'automobile, qui est un de nos principaux clients, c'est juste un changement complet de paradigme. Donc, ce changement est en train d'arriver. Je vais reprendre les mots de la Première ministre hier, qui dit qu'il ne faut pas opposer la décarbonation avec la désindustrialisation, il ne faut pas opposer la transition écologique avec la décroissance. On peut continuer d'avoir une croissance tout en décarbonant. Ce n'est pas simple. C'est pas simple. Ce serait plus facile de baisser notre production et de se dire bah, tant pis, on vivra avec moins et puis tout ira bien. C'est pas vrai que tout ira bien en vivant avec moins. On voit quand même bien que chaque fois qu'on essaye de vivre avec moins, ça pose plein de problèmes. Donc, moi, je pense, et c'est ce sur quoi on travaille, je pense qu'on peut continuer à avoir de la croissance, mais une croissance qui est beaucoup plus responsable qu'elle n'a été sur ces dernières années, ou sur ces dernières décennies d'ailleurs. Si on prend l'exemple du carton ondulé qui, déjà naturellement, produit des emballages à partir majoritairement de carton recyclé, même s'il y a un peu de fibre neuve qui est mis dedans, très clairement, ils essaient quand même de faire un certain nombre de choses. Parmi les choses, c'est de dire je fais le même emballage avec les mêmes caractéristiques techniques, mais avec un grammage beaucoup plus fin. Et donc, je consomme moins de matière et j'émets moins de gaz à effet de serre. J'essaye aussi, et là je suis d'accord avec vous, de montrer qu'il va falloir que les consommateurs changent leurs habitudes, typiquement, et ils ont sorti dernièrement, par exemple, un pack pour porter 6 bouteilles qui sera non pas emballé par du plastique, comme vous l'achetez dans le supermarché avec la petite lanière au-dessus, mais un système avec du carton qui met ces 6 bouteilles. Donc, c'est sûr que c'est un changement de mindset, à la fois pour les industriels, mais aussi pour les consommateurs. C'est-à-dire qu'il faut que les consommateurs acceptent d'aller vers des produits plus naturels ou décarbonés, ou en tout cas plus facilement recyclables ou recyclés, ou avec une proportion de produits recyclés plus importante. Maintenant, l'étude le montre aussi, dans sa tournée industrielle, où ils le savent, pour atteindre les objectifs qu'on leur demande, les technologies ne sont pas toutes là. Ils le savent. Donc, il y a des gros travaux qui sont faits. Pas loin de chez vous, il y a ArcelorMittal qui va changer, qui est le plus gros émetteur, ou le deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre à lui seul, mais qui produit de la chaleur fatale dont profite tout le site de Dunkerque. Donc, il y aura un effet secondaire, mais ils vont changer de technologie, mais cette technologie, ils ne vont pas la mettre en place avant 3 ans ou 4 ans ou 5 ans. Et il y en a pour... l'hydrogène n'est pas disponible. Voilà, n'est pas disponible. Donc, et c'est 3 ou 4 milliards d'investissements. Donc, il y a des technologies qui ne sont pas encore disponibles.
elles sont en train d'être mises au point, elles existent, d'autres n'existent pas du tout. Donc effectivement, ce changement de vitesse, il est lié à cette techno. Par contre, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent dans les laboratoires, dans les sociétés pour mettre au point cette technologie. Mais elles ne sont pas toutes là. Ça, c'est clair. Alors, on n'a pas répondu à votre question, on a rien. Réflexion, c'est des ruptures enfin, il faut être obligé de le faire. Enfin, cette logique de rupture, en fait, elle va s'imposer avec la réglementation, etc. Mais ça fait longtemps qu'on aurait pu faire ce genre de rupture. En fait. Enfin, c'est une réflexion plus philosophique qu'autre chose. Ah. J'ai deux petits éléments avant de passer la parole à Marie Viano. D'une part, on pourra se revoir début décembre sur la question des ruptures et des ruptures technologiques, y compris en matière de transition environnementale, parce que la Fabrique sortira une autre étude sur le sujet. Deuxièmement, il y a quelques jours, alors est-ce que c'est l'INSEE, j'ai un doute, ou un laboratoire de recherche français a publié les résultats d'une étude sur dans quelle mesure est-ce que les consommateurs changent leur comportement en fonction du Nutri-Score environnemental. La réponse est zéro, pas du tout. Et donc, c'est pas à moi de distribuer les bons et les mauvais points, mais on peut pas, je crois, exhorter un acteur de l'écosystème, ici les industriels, à basculer d'eux-mêmes dans une rupture dont on vient de préciser qu'elle a été technologiquement compliquée et économiquement pas rentable, si par ailleurs il n'y a rien qui bouge. Donc c'est une mise en mouvement générale. Vous renvoyez sur une étude qui est sortie par KPMG sur la décarbonation et les grands leviers de la décarbonation technologique, qu'on a fait d'ailleurs, qui doit être disponible sur notre site, je pense, en ligne. Regardez, il y a une étude qu'on a sortie il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, assez complète sur le sujet. Oui, alors je voulais revenir sur ce sujet de la captation carbone. Vous avez parlé tout à l'heure, mais peut-être que vous pourriez me repréciser, parce que j'ai noté le chiffre et puis je ne sais plus à quoi il correspond, de 250 millions d'euros pour la capture carbone. Je ne sais pas si c'est l'investissement sur quelle période et tout ça. Et il y avait, c'est d'ici 2030, d'accord. Et il y avait hier à Bercy un événement qui s'appelait Jeux des carbones, qui mettait en face voilà, des chercheurs de solutions, des apporteurs de solutions, on va dire. Et sur cette capture carbone, enfin, moi j'ai rencontré quelqu'un, par exemple, qui m'a présenté un système tout à fait, pas quand il en parlait, hein, je ne comprenais pas tout, mais en tout cas, voilà, ça rentrait par là, ça sortait par là, même le carbone, en fait, on arrive à le recycler totalement et tout. Et donc, et à côté de ça, j'avais des gens qui me disaient non, mais comme vous, en fait, c'est pas mûr, on ne sait pas trop et tout. Alors, est-ce que vraiment, est-ce que vous nous dites aujourd'hui sur la captation carbone, vraiment là, on attend des développements de la recherche, enfin, voilà, on n'est vraiment pas mûr. Et aussi, parce que moi, je me posais la question par rapport à la solution de ce monsieur, est-ce qu'il va y avoir un système de certification, un peu quelque part, de dire ça marche, ça marche pas? Ou est-ce que les industriels sont aussi, et est-ce que ça peut être un frein, sont un peu livrés à eux-mêmes, avec bien sûr des gens qui leur vendent tout un tas de services pour les aider à se décarboner, mais ils ne savent pas vraiment, en fait, si c'est valable ou pas, enfin, les milliers d'euros qu'ils vont investir dans ce sujet de la captation. C'est un sujet compliqué que vous abordez là, mais je vais essayer d'y répondre. Déjà, les équipes d'Aluminium Dunkerque, celles qui s'occupent techniquement de ce projet de capture carbone, étaient présentes à Bercy hier et étaient là justement pour rechercher des partenariats, nouer des partenariats. On a aujourd'hui, je pense, au moins 6 partenariats actifs avec différents acteurs de la capture du carbone. Sans rentrer dans des détails trop techniques, oui, la capture carbone fonctionne pour certains procédés et dans certaines conditions. Ça n'est pas adapté à la production d'aluminium primaire parce qu'on a une composition de nos fumées dans laquelle il y a du CO2, mais pas que, qui est différente de celle qu'il y a chez un cimentier, qui est différente de celle qu'il y a chez un producteur d'énergie à base charbon. Et donc, ce n'est pas parce que la capture carbone, de façon générale, peut fonctionner qu'elle va fonctionner spécifiquement pour Aluminium Dunkerque. En fait, aujourd'hui, au niveau mondial, il n'y a pas une seule capture carbone qui fonctionne sur une aluminerie, donc un producteur d'aluminium primaire.
Et nous sommes les premiers à vraiment mettre ça sur le tapis pour décarboner et diviser par 2 nos émissions d'ici 2030. Donc, on a besoin effectivement de ces partenariats, on a besoin de développer, d'innover, de transformer le système de capture du carbone tel qu'il existe aujourd'hui pour des centrales à gaz, par exemple, pour pouvoir l'adapter à notre procédé spécifique avec du carbone beaucoup moins concentré, etc. etc. Et donc ça, c'est pour répondre un petit peu à ce point, vous avez raison, ça existe, mais ce n'est pas pour autant que ça existe pour nous. Donc, on doit continuer à innover pour pouvoir adapter ça. Deuxième point, sur la certification, c'est un très, très, très gros sujet. Aujourd'hui, on doit, en tant qu'industriel, payer donc, pour les tonnes de CO2 que nous émettons. La question, c'est si on retire le CO2 de nos fumées et qu'on va le stocker dans un réservoir, en particulier sous la mer du Nord, puisque c'est ce vers quoi nous travaillons aujourd'hui. Ce CO2, qu'est-ce qu'il devient? Est-ce qu'on le donne, enfin on le vend à quelqu'un qui va assurer ce stockage de manière indéfinie? Si jamais à un moment il y a une fuite du réservoir souterrain, ben, qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui est responsable du CO2 qui est réémis? Est-ce que le CO2 qui est capturé, est-ce qu'il va bien venir en déduction des quotas de CO2 que nous devons acheter, etc. Donc tout ce sujet autour de la certification de la capture et du stockage du carbone, ou de la capture et de la réutilisation du carbone, sont des sujets qui sont actuellement discutés à Bruxelles et puis qui derrière seront traduits dans la réglementation française. Mais c'est tout sauf quelque chose qui est très clair, très précis. Il y a encore énormément de discussions réglementaires sur ces sujets-là. Je voudrais aussi compléter par rapport à la première question. Un procédé, en fait, soit il ne marche pas, il peut très bien marcher, mais pas à l'échelle industrielle, ou il fonctionne à l'échelle industrielle. Donc, on peut rencontrer des gens qui ont effectivement des procédés qui fonctionnent, mais ils sont capables de fonctionner, mais pas à des échelles industrielles. Ils ne savent pas les mettre en face. Alors qu'effectivement, on peut faire face à des petites émissions de CO2, si c'était le sujet, mais à l'échelle industrielle, le procédé n'a pas encore été déployé. Donc, effectivement, on peut trouver ces deux solutions. Après, il y a des choses qu'effectivement, aujourd'hui, on ne sait pas encore le faire. Ou on sait le faire, mais pas à l'échelle industrielle, ou on sait le faire à l'échelle industrielle. Voilà, il y a un peu les trois cas. Une petite question qui m'est venue tout à l'heure, monsieur. Aujourd'hui, enfin, les canettes de bière que mes enfants mettent dans la poubelle depuis 4-5 ans maintenant, aujourd'hui, qui les retraite? Puisque si j'ai bien compris, vous êtes en cours d'investissement. Alors, comme je vous le disais, Aluminium Dunkerque, c'est un producteur d'aluminium primaire. Donc, nous, notre métier de base, ce qu'on fait depuis 30 ans, c'est de convertir de l'alumine en aluminium grâce à l'électricité. C'est ça notre métier de base. On investit dans le recyclage, mais on est vraiment des tout petits joueurs. Il y a des très grands joueurs qui sont Constellium, pour le nommer, qui, eux, recycle des canettes de coca, de coca et de bière et tout type de canettes, peu importe, désolé pour la marque, qui recycle des canettes de boissons depuis des années, des décennies même. La problématique qu'on a en France, c'est qu'on recycle très mal. Des pays comme la Grande-Bretagne, comme la Norvège, comme la Suède, comme le Danemark, recyclent 95 ou 98% de leurs canettes. En France, on est à moins de 60. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de consigne, parce qu'on retrouve des canettes de coca, canettes poisson, décidément. On les retrouve partout, on les retrouve dans les poubelles, on les retrouve alors parfois dans le bac jaune, mais on n'a pas du tout le niveau de recyclage qu'on devrait avoir, alors que d'autres pays l'ont mis en place depuis bien longtemps. Et donc en France, on a un potentiel de recyclage des boîtes boissons qui est là, enfin, très très facilement améliorable. Pour ne parler que des canettes. Parce qu'il n'y a pas que ça. On ne peut pas parler du
cartes. Je reviens sur votre objectif que vous nous avez donné de décarbonation, enfin de baisse des émissions, si j'ai bien noté, moins 59% d'ici 2030. Émissions directes. Émissions directes du site. Est-ce qu'elles sont d'une certaine manière découpées? Est-ce que vous savez s'il y a un objectif pour 2024, 2025, 2026, etc. Oui. Et est-ce que dans les contrats que vous signez avec l'État, est-ce qu'il y a une procédure de contrôle du fait que vous respectez vos engagements et vos objectifs? Et si oui, comment ça va être contrôlé? Alors, on est déjà contrôlé depuis bien longtemps, puisque, je le redis, hein, chaque tonne que nous émettons, on paye une taxe dessus. Donc, nos émissions sont auditées par des auditeurs tiers certifiés tous les ans depuis bien longtemps. Et donc, ce sera continué à le faire. C'est une donnée publique, hein, les émissions directes des entreprises qui sont dans le système ETS, c'est une donnée publique. Donc, là-dessus, on n'a rien à cacher. Oui, on a des objectifs chiffrés. Alors, année par année en interne, ce qu'on a dans le contrat de transition écologique, c'est un engagement on avait déjà fait 17%, c'est de faire 5% supplémentaires à horizon 2025 et donc les moins 59% à horizon 2030. Alors, il y a deux grandes phases. Je vous le disais, quand on va investir dans le pilote, donc là, on va capter les émissions d'à peu près 10% sur le site. Donc ça, il va y avoir une baisse qui va être visible. Et puis après, quand notre installation de capture fonctionnera, donc à horizon 2030, là, il y a une autre marche. Donc, ce n'est pas une réduction qui est complètement linéaire, hein. On a des marges d'escalier en fonction de la mise en service de ces investissements. Dans le contrat de transition écologique, il n'y a pas d'amende qui est prévue si jamais on ne respecte pas. Par contre, dans les appels à projets dont je parlais tout à l'heure, qui sont là pour aider, soutenir les projets, donc les différentes phases dont je parlais tout à l'heure, là, il y a des engagements. C'est-à-dire que, alors, on ne sait pas encore exactement quelle forme ça va prendre. Ça peut prendre la forme soit de subventions directes à l'investissement, soit d'avances remboursables, soit, ce qui est en train d'émerger, c'est plutôt ce qu'on appelle des CCFD, donc désolé pour l'acronyme, encore une fois, puis en plus il est en anglais, c'est le Carbon Contract for Difference. Donc en gros, c'est notre projet n'est pas rentable, n'a aucune rentabilité si le CO2 est à 80 € parce que ça nous coûte bien plus que ça de le capturer. Donc, vaut, entre guillemets, mieux payer les 80 € de taxes plutôt que de payer les 160 € que ça va nous coûter pour le capturer. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État s'engage à se dire, OK, bah moi, je vous rachète le CO2 à 160. Enfin, je vous rachète. Je mets un prix du CO2 à 160. Les 80 sont couverts par le marché et donc l'État complète pour aller aux 160. Si jamais le prix du CO2 montait au-dessus, bah pour le coup, c'est nous qui devrions donner de l'argent à l'État. Si jamais le prix du CO2 est à 200, bah on donnera 40 c'est un contrat qui est bidirectionnel, hein, qui fixe un prix cible du carbone et pour éviter en fait les incertitudes dues au marché. C'est ce type de soutien qui est en discussion. Alors, pas tellement pour les premières phases, parce que les tonnes qui seront réellement captées dans la phase prototype, c'est marginal. Dans la deuxième phase, ce sera 10% des émissions du site, donc ça commence à devenir un peu plus significatif. Donc là, on aura probablement quelque chose. Et après, dans la phase de généralisation, là, on parle de ce type de soutien. Mais vous voyez, c'est encore en discussion. On ne sait même pas encore exactement quel type de soutien on va avoir. Juste peut-être une question plus générale. Est-ce que vous vous dites, dans le cadre de la concurrence internationale, que vous essayez d'être un bon élève européen et que vous devez faire dans un contexte international où les Chinois n'auront pas les mêmes critères, donc seront toujours plus compétitifs et d'une certaine manière, peut-être que la décarbonation que vous arriverez à mener ne sera pas très utile au niveau planétaire. C'est malheureusement vrai. C'est malheureusement vrai. Aujourd'hui, la Chine, pour la production d'aluminium, c'est 58% de la production mondiale d'aluminium est faite en Chine. Tout scope confondu, donc scope 1, 2 et 3, Aluminium Dunkerque, c'est 4,4 tonnes de CO2 par tonne d'aluminium produit. En moyenne, en Chine, c'est 18 tonnes de CO2 par tonne d'aluminium produit.
Pourquoi? Parce que on a un procédé qui émet relativement moins qu'eux. Et surtout, ça c'est vraiment le point le plus important, c'est que l'électricité qu'ils consomment, il est principalement sur base charbon, à peu près à 90% sur base charbon, alors que nous, on a 70% base nucléaire, 20% base hydro, et puis le reste, donc plus de 90% décarboné. Et donc, à chaque fois qu'on produit une tonne d'aluminium en France, on utilise de l'énergie décarbonée, là où quand on produit une tonne d'aluminium en Inde, en Australie ou en Chine, pour parler de grands producteurs, eh bien, ils utilisent de l'électricité majoritairement carbonée. Donc, il y a un différentiel qui existe déjà. Et pourtant, le prix de l'aluminium, il est mondial, il est fixé par la bourse à Londres, et donc on a effectivement ce désavantage d'avoir des coûts de production et des quotas à payer de CO2 et des Chinois qui, eux, n'ont pas les mêmes contraintes environnementales. On va continuer à travailler dessus. Alors, ce n'est pas du tout l'objet d'aujourd'hui, mais vous savez qu'il y a la taxe carbone ou le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui est quelque chose qui devrait arriver à horizon 2026. L'aluminium est dedans. On va voir. Est-ce que ce mécanisme d'ajustement va apporter le différentiel de compétitivité qu'on peut voir aujourd'hui? Est-ce que, c'est ce qu'on craint malheureusement, il va être contourné parce que les produits en aval ne payent pas de taxe carbone alors que les matières premières vont en payer? Et donc, en gros, il sera très facile pour des Chinois, plutôt que d'exporter de la matière première, d'exporter des produits finis qui contiennent beaucoup d'aluminium et qui, eux, ne payeront pas de taxes. Et donc, ils vont concurrencer directement nos clients, voire les clients de nos clients. Voilà. Donc, il y a un gros point d'interrogation autour de ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. L'objectif, c'est que ça remette un petit peu une équité dans la concurrence internationale par rapport à ces taxes carbone. Le risque qu'on y voit, c'est que, comme tout mécanisme de taxe, ça risque d'être contourné. Il risque d'y avoir des schémas miroirs qui sont mis en face, etc. Ça fait partie des incertitudes réglementaires que nous avons. Au moins d'intégrer la taxe carbone dans les produits finis. Sauf si on arrive à avoir une réelle taxe carbone qui concerne les émissions de carbone sur les produits finis. Mais là, quand on en parle à nos interlocuteurs, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, ils disent que c'est absolument impossible de tracer le carbone, le contenu carbone d'un produit fini. Compléter et sur le sujet des émissions qui sont importées, en réalité, ça reflète bien l'importance qui doit être accordée à la notion d'empreinte carbone, c'est-à-dire la nécessité de chiffrer les émissions sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et en réalité, la chaîne de valeur doit être l'échelon approprié, l'échelon de base de la neutralité carbone. Le CO2 traverse les frontières, évidemment. Donc, en réalité, le fait que nous, on décarbone, comme vous le dites, c'est une partie du travail. Il faut aussi que nos partenaires suivent. Et juste, je profite de cette intervention pour vous indiquer que la fabrique produit à ce jour un petit paper sur le sujet des émissions de Scope 3 en général, qui sera publié dans les prochaines semaines.